Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les pompiers entament leur premier jour de grève. Ils réclament le retrait de la réforme de la fonction publique examinée en ce moment au Sénat. Ils veulent aussi plus de moyens. La Haute Assemblée a d'ailleurs constitué une mission d'information sur leur sécurité. On en parle dans un instant. La crise des gilets jaunes a creusé le déficit de la France. Les mesures annoncées en faveur du pouvoir d'achat font déraper la trajectoire budgétaire. La Cour des comptes s'inquiète du manque d'économie. Son président, Didier Migaud, était auditionné au Sénat. Vous l'entendrez dans cette édition. À 19 ans, elle est devenue la porte-parole du combat contre les mariages forcés, les viols et l'excision. Native de Guinée, Adja Idrissa Ba est aussi depuis l'âge de 15 ans la présidente du Parlement des enfants dans son pays. Invitée par les sénateurs communistes, elle viendra nous parler de ses engagements. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera à salle des conférences Tam Trani pour les réactions des sénateurs à l'actualité. Et puis Alexandre Poussard, il suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Mais avant de développer tous ces titres en pleine canicule, le Haut Conseil pour le climat, nouvellement créé, a remis hier son premier rapport à Édouard Philippe. Et le constat est sans appel. Si les objectifs sont ambitieux, ils sont aussi loin d'être réalisés. Et les politiques climatiques doivent être impérativement renforcées. Sandra Serquera. Alors que la France suffoque de chaleur, le constat du Haut Conseil pour le climat est loin d'être réjouissant. L'organisme indépendant pointe le manque d'efforts du pays pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 2050. On a vu 1 degré de réchauffement jusqu'à présent et si on ne fait rien pour les changements climatiques, on va passer la barre des 1,5 degrés, très rapide, des 2 degrés, doublement des impacts. On voit des impacts au niveau de la France, par exemple les vagues de chaleur. Ces 4 dernières années, la France n'a pas tenu ses engagements. En cause notamment les transports, responsables de 31% des émissions de CO2, ou encore le chauffage des bâtiments, qui génère 20% des émissions de gaz à effet de serre. Selon le sénateur Ronan Dantec, il y a urgence à redresser le cap. On le voit avec la discussion à l'Assemblée nationale de la loi sur la programmation de l'énergie et sur le climat, où on voit bien que dès qu'on met des mesures ambitieuses, par exemple sur la réhabilitation des logements, là le gouvernement dit non. Et ça a été la même chose sur la loi mobilité, où il est clair que si on continue tous à acheter des 4x4 pour se déplacer en ville, on ne tiendra pas les objectifs. Donc je crois qu'on est maintenant clairement avec ce rapport, avec d'autres alertes, dans le moment où il faut dépasser la contradiction. Le rapport préconise de rendre chaque grand projet compatible avec l'objectif de neutralité carbone, de supprimer les subventions aux énergies fossiles et enfin de reprendre et de faire évoluer la taxe carbone. Il faudrait effectivement une taxe carbone qui soit avec peut-être une assiette beaucoup plus large pour que plus de personnes contribuent et qu'il y ait un volet social évidemment et que les bénéfices, la recette aillent aux ménages les plus faibles pour les accompagner dans la transition écologique et énergétique. Je crois que c'est ça le bon sens et la bonne direction à prendre. Le gouvernement a désormais 6 mois pour réagir. Le Haut Conseil pour le climat rendra désormais chaque année un rapport de ce type au Premier ministre. Voilà, et pour parler de ce rapport, on va tout de suite à la salle des conférences où nous attend Tam Trani avec le sénateur LR Jean-François Husson. Oui, Jean-François Husson, comment réagissez-vous à ce premier rapport sévère du Haut Conseil pour le climat à l'égard de la politique du gouvernement, notamment en matière de baisse des réductions des gaz à effet de serre ? Bon, d'abord, je dirais que ce n'est pas qu'à l'égard du gouvernement, c'est à l'égard de la France, puisque le gouvernement actuel est là depuis 2 ans. Mais en tous les cas, ça démontre que le gouvernement qui est là depuis 2 ans n'a en rien infléchi les trajectoires, puisque c'est un mot à la mode, qui est fortement utilisé. Donc, vous le déplorez ? Non seulement je le déplore, mais depuis plusieurs années, je rappelle que pour les gaz à effet de serre, comme pour la pollution, il y a urgence à agir et que le prix de l'inaction n'est plus acceptable aujourd'hui. Le Haut Conseil demande aussi la reprise de la hausse de la taxe carbone. Faut-il le faire pour vous et selon quelle modalité ? Je rappelle que vous vous étiez opposé à l'augmentation pluriannuelle telle qu'elle avait été décidée par le gouvernement. Est-ce qu'il faut remettre ce sujet sur la table et comment ? D'abord, c'est surtout l'accélération de l'augmentation de la taxe carbone que j'avais personnellement dénoncée, imaginant et prévoyant d'ailleurs un nouvel épisode de bonnet rouge, et ça a été des gilets jaunes. Je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs en allant en Europe du Nord, il y a un travail à faire autour des enjeux, mais pour ça, il faut poser l'ensemble des problématiques sur la table.
Il faut expliquer aujourd'hui quel est le niveau de fiscalité, ce qui amène le gouvernement finalement à se découvrir et à confirmer qu'il n'utilise pas, loin s'en faut, les recettes perçues au prétexte d'une mutation et d'une période de transition écologique et qui finalement servent à remplir les caisses qui se vident par ailleurs. Il faut un fléchage très clair sur l'environnement. Il faut une appropriation de la démarche. Il ne faut pas être incantatoire, il ne faut pas être brutal. Il faut le faire avec pédagogie, avec discernement, avec justesse et justice. Que ce soit plus juste socialement notamment. D'ailleurs, le Haut Conseil appuie sur ce point-là. Avec justesse et justice. Ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est de se voir imposer des règles nouvelles, des accélérations, des engagements par taxes et fiscalité interposées. Aujourd'hui, c'est l'ancien monde qui est condamné. Ce matin, vous avez auditionné Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Il dit le problème de tout ça, c'est que cela coûte de l'argent. Mais n'est-il pas temps de changer notre façon de voir? Alors, je vais vous dire, pour moi, c'est relativement simple. Il faut complètement changer le logiciel. Pour moi, c'est un faux problème. Je l'avais d'ailleurs dit sur le rapport de la pollution. C'est la même chose avec les gaz à effet de serre. Moi, je mets le gouvernement au défi d'avoir un véritable plan ambitieux, par exemple, sur les logements. C'est près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, vous allez voir très vite l'effet vertueux. Mais pour ça, il faut aider à la rénovation, je dirais du sol au plafond. Et puis surtout, il faut évaluer et poursuivre. C'est-à-dire qu'il faut contrôler, il faut mettre les acteurs bancaires, il faut mettre tous les acteurs, il faut mettre les territoires, et je suis sûr qu'on peut relever le défi. Mais pour relever le défi, il faut avoir la volonté, et il ne faut pas se sentir freiné ou lesté par des considérations aujourd'hui financières qui ne sont plus entendables. Bien, merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Dans le reste de l'actualité, au Sénat, Philippe Crouzet, président du directoire de Vallourec, entendu hier par la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie. Il a été interrogé sur les difficultés de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, créée par Vallourec, puis revendue après la chute du marché des centrales à charbon. Écoutez cet échange avec le sénateur communiste Fabien Guay. Où on va? Là, aujourd'hui, pour les 280 salariés, parce que je n'entends pas de dire, bon, finalement, on a une situation, vous la connaissez, c'est le pathétique, c'est vos propres mots, etc. Mais maintenant, on fait quoi? Parce que les 280 salariés sont encore là. Et ils ont besoin de réponses. C'est qu'à aucun moment, vous avez un mot pour ces salariés. Il faut commencer par là. Il faut dire que c'est insupportable pour eux. On sait quand même faire les choses proprement. Tous les salariés du Valenciennois ont eu plusieurs offres. Il n'y a pas eu un seul départ contraint. Je n'ai pas un seul contentieux. Pas un seul, j'entends bien. J'entends à le souligner pour tout ce que nous avons fait dans le Valenciennois. Et croyez-moi que c'est un crève-cœur. Mais on a trouvé des solutions pour chacune des personnes. Voilà. Mais la polémique s'est fixée sur Ascoval. Et encore une fois, je considère que nous avons fait absolument, et même plus que ce que nous étions juridiquement tenus de faire, ça va de soi, mais même plus que ce que nos moyens financiers nous permettaient de faire. Et justement, écoutez la réaction de Valérie Létard, sénatrice centriste du Nord, qui était à l'origine de cette mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie. Elle répondait aux questions de Tam Tranui il y a quelques minutes. Valérie Létard, est-ce que vous avez été convaincue par les explications hier de Philippe Crouzet à l'égard de l'attitude de Vallourec sur Ascoval? Il dit que son entreprise a fait les choses proprement, qu'il n'y a pas eu de départ contraint et même qu'il en a fait plus que ce que lui permettaient ses capacités financières. Mais écoutez, c'est son point de vue et forcément, M. Crouzet défend la stratégie qu'il a portée lui-même et on ne peut pas lui reprocher. Il est dans son rôle. Après, vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse? Je suis beaucoup plus partagée effectivement que M. Crouzet et surtout, c'est quand même la réalité de Vallourec dans le territoire du Nord et vous le savez, il n'y avait pas que la scierie de Saint-Saulve, il y avait aussi une tuberie, il y avait d'autres sites qui ont subi des pertes salariées, des pertes d'emplois, la même année qu'on a réinjecté des fonds de la BPI pour accompagner la recapitalisation de l'entreprise qui était en grande difficulté. Vous l'avez dit, moins 900 emplois moins en 900 France, emplois.
où la BPI recapitalise Vallourec. En fait, la France a été, je pense, le pays, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne, mais je pense plus largement, qui a le plus contribué à la réduction d'emplois et à la restructuration. Malgré tout, c'est quand même bien la BPI, c'est-à-dire l'outil français, qui a accompagné la restructuration et la montée en capital. Et la même année, il y a eu des distributions de dividendes aux actionnaires. Alors, M. Crouzet nous a dit que ce n'était pas vrai. C'est pourtant ce que nous avons entendu à plusieurs reprises dans nos échanges. Et donc, je tenais... Enfin, après, il nous justifiera si véritablement cela est vrai ou pas vrai. La question, c'est aussi sur la façon dont les choses se sont passées. C'est-à-dire que, comme nous l'avons rappelé les uns et les autres, on peut tout entendre. On peut avoir des secteurs d'activité industrielle qui sont en perdition, qui sont en difficulté, certains qu'il faut fermer parce que ça ne correspond plus à un besoin industriel. Vous niez pas le fait qu'il y a des mutations parfois dans la sidérurgie. Exactement. Simplement, d'abord, on se dit la vérité, on anticipe les choses, on travaille avec les salariés, avec les partenaires sociaux, on travaille avec les collectivités parce que qui dit mutation, qui dit restructuration, dit quel avenir, quels emplois nouveaux, qu'est-ce qu'on fait du site industriel qui est là pour les secteurs qui n'ont pas d'avenir. Mais en l'occurrence, le dossier d'Ascoval, l'aciérie de Vallourec, c'est une aciérie électro-intensive, électrique, qui fait quoi? Qui recycle de la ferraille, c'est-à-dire qui est complètement en phase avec les enjeux climatiques qui nous concernent tous. À l'échelle nationale, c'est une priorité. À l'échelle européenne, c'en est une. On sait qu'on a besoin de recycler notre ferraille. Et Philippe Crouzet vous dit c'est le contraire. Et vous dit Ascoval est voué à disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il dit mais on est parti parce qu'il ne peut plus y avoir ce type d'industrie aujourd'hui. Parce que d'abord, dans son entreprise, il avait son aciérie interne à Vallourec et qu'il avait par ailleurs un autre fournisseur d'acier qui était une entreprise allemande dans laquelle il est coactionnaire. Celle-là, elle lui appartenait totalement, mais il a fait le choix de l'Allemagne. Certes, c'est son choix. Cette usine, pourquoi elle n'avait pas d'avenir chez lui? Parce qu'il n'avait pas d'autres débouchés, il n'avait pas de diversification. C'était une aciérie interne. Il aurait pu commercialiser, développer, diversifier l'activité. Ce qu'on aurait aimé, c'est être plus fortement accompagné par Vallourec au départ, parce que maintenant, il y a eu bien d'autres épisodes depuis, mais à l'origine, pour essayer de trouver une solution de diversification et d'aval, parce qu'en fait, on voit bien que cette usine fabriquant de l'acier à partir de ferraille recyclée, ce dont on a besoin, c'est de lui trouver des clients potentiels, un laminoir, des débouchés, par exemple le ferroviaire, c'est bien le projet actuel sur lequel nous travaillons, mais que cette aciérie, elle correspond à un besoin, encore faut-il lui organiser son aval, une filière intégrée, et c'est là où nous avons besoin effectivement d'être accompagnés par des acteurs comme Vallourec maintenant pour continuer à nous accompagner dans les solutions futures. Et ce que nous considérons en tout cas au travers de cette audition, c'est que dans tout le cheminement pour trouver des solutions à la sortie de tout cela, Vallourec n'a pas été suffisamment au rendez-vous, n'a pas été facilitateur à plusieurs des étapes qui ont concerné ce projet de reprise de l'aciérie et d'avenir pour l'aciérie. Nous sommes désolés de cela. Il n'a pas été suffisamment au rendez-vous. Merci beaucoup Valérie Létard d'avoir répondu. On l'a senti avec passion sur ce sujet d'Ascoval à l'issue de cette audition qui s'est tenue hier au Sénat. Tam, alors le groupe socialiste du Sénat, vous le savez, est secoué par le résultat des européennes et il tente de se mettre en ordre de bataille pour la rentrée. Le président du groupe PS, Patrick Kanner, justement, a décidé de lancer une réflexion pour participer, je cite, à la reconstruction d'une alternative à gauche. Des propositions vont être formulées dans un livre blanc. Cécile Sixou. Il a été évincé de la direction du Parti socialiste sans être prévenu, mais Rachid Temal l'assure, il le vit bien. Je ne suis pas du tout amer, moi je suis très serein, je suis socialiste, je suis dirigeant socialiste, j'ai été premier secrétaire par intérim de ce parti et donc je vais continuer à travailler, il n'y a aucun souci. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, ne l'a pas contacté ni reçu. Au groupe, les avis divergent sur la méthode de ce limogeage. Pour moi, c'est plutôt une source d'étonnement et une source d'incompréhension. Très honnêtement, je n'ai pas le décodeur. Et je pense que ce serait vraiment bien qu'Olivier Faure se rapproche de Rachid pour avoir une petite mise au point et qu'ils se comprennent sur ce qui s'est passé. Moi, le PS et son patron Olivier Faure créent les équipes autour de lui qu'il souhaite. Je ne fais que prendre acte de cela. C'est sa méthode, je n'ai pas
pas la commenter. Elle a été approuvée par le Conseil national. Patrick Caner veut éviter les divisions. Pour rassembler les socialistes, il prépare le 17 juillet un pot de fin de session où seront invités sénateurs, députés, élus locaux, mais aussi François Hollande et Bernard Cazeneuve. C'est une volonté de rassemblement et une volonté aussi de s'appuyer sur ceux qui ont marqué le meilleur de notre histoire dans les années récentes pour pouvoir nous projeter vers l'avenir. Et il y a une famille. Et ce qu'il faut, c'est que la famille, elle vive, qu'on sente qu'il y a une famille et que cette famille, elle mette ensemble toutes ses richesses pour construire. Puisqu'on a besoin non seulement de construire, mais de reconstruire. Patrick Caner envisage également de mettre au point un programme socialiste de 20 propositions avant l'automne. Une manière de rassembler la famille sur une ligne commune avant de se lancer pour les élections municipales. Voilà, et on va prendre tout de suite la direction de l'hémicycle. Nous attend Alexandre Poussard, puisque la réforme de la fonction publique poursuit son parcours législatif au Sénat. Et hier soir, les sénateurs ont débattu du pantouflage des fonctionnaires. Alexandre, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Delphine, le pantouflage, c'est le mot qui qualifie le départ des hauts fonctionnaires vers les entreprises privées. Et hier soir, dans le débat, les sénateurs de gauche ont dénoncé ce phénomène de pantouflage. Écoutez le socialiste Jérôme Durand. Le pantouflage, ses excès et le rétro-pantouflage et ses excès sont les deux mamelles qui alimentent les procès adressés aux élites et qui viennent faire dire à l'opinion que finalement entre la haute fonction publique et les intérêts privés, il y a des vases communicants, il y a une forme de perméabilité, de connivence, de l'opportunisme. Et le pantouflage touche également les jeunes fonctionnaires à la sortie de leurs écoles. Certains ont pourtant une obligation de travailler pendant 10 ans au service de l'État. Cela concerne par exemple des écoles comme l'ENA, l'École nationale de l'administration, l'École polytechnique et l'École normale supérieure. Et en cas de départ anticipé vers le privé avant ces 10 ans, eh bien, ces élèves fonctionnaires doivent rembourser leurs années dues à l'État. Mais le problème, c'est que certaines écoles ne demandent pas forcément ce remboursement. Et les sénateurs, hier soir, ont rendu obligatoire ce remboursement de la pantoufle. Et puis, il a été question également des lobbies et de leur influence auprès de la fonction publique. Les sénateurs ont rajouté une garantie contre les lobbies en inscrivant dans la loi le fait qu'un ancien fonctionnaire ne pourra pas exercer une activité de lobbyiste auprès de son ancienne administration pendant les 3 années suivant son départ. Et enfin, les sénateurs ont créé un droit d'allaitement pour les femmes fonctionnaires. Elles pourront allaiter 1 heure par jour leur enfant pendant sa première année. Cette disposition a été ajoutée par Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. On continue les réactions sur la réforme de la fonction publique avec vous, Tam Tranui, et votre invité, c'est le sénateur socialiste de Seine-Maritime, Didier Marie. Oui, Didier Marie. Hier, on a beaucoup parlé déontologie, conflit d'intérêts lors de l'examen du texte. Grâce à ce qui a été adopté hier, eh bien, les entreprises qui emploient des fonctionnaires sortis d'école devront rembourser les frais de scolarité. Est-ce que cela ne devait pas déjà être le cas ? Écoutez, on est aujourd'hui confronté à une crise démocratique, il faut l'accepter. Les Français ne font plus confiance à ce qu'ils appellent les élites et donc il faut régler cette crise de confiance. Et parmi les élites, il y a les hauts fonctionnaires. C'est vrai que ce qu'on appelle le pantouflage, le rétro-pantouflage existe et est mal accepté. Les hauts fonctionnaires qui vont travailler dans le privé. Oui, c'est ça. Qui vont notamment les fonctionnaires des finances, du ministère de l'économie, qui vont dans les banques, qui vont dans des grandes entreprises, qui y passent quelques années, puis qui reviennent dans l'administration, puis qui repartent. Tout ça n'est pas sain. Donc nous avons voulu mettre un terme à ces possibilités. La commission des lois a pris un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens. Nous aurions aimé aller plus loin, notamment en interdisant à un haut fonctionnaire, dès lors qu'il a été rémunéré pour sa formation, de partir avant 15 ans. Aujourd'hui, c'est 10 ans. Aujourd'hui, c'est 10 ans. Et les conditions de remboursement de sa formation sont très aléatoires. Et la plupart du temps, ils ne remboursent pas. Oui. Donc, les écoles ne le demandent pas systématiquement. Non, les écoles ne le demandent pas. Et nous voulions que ce soit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui se charge de ce remboursement.
c'est la personne elle-même et pas l'entreprise dans laquelle elle irait qui devrait rembourser pour responsabiliser aussi ces hauts fonctionnaires. Autre point important qui a été adopté hier, pour une durée de 3 ans, les anciens fonctionnaires devront s'abstenir d'exercer des fonctions de lobbyiste auprès de leur ancienne administration. Là, ce qui étonne, c'est que cela n'ait pas déjà existé auparavant. Oui, vous savez, d'abord, je pense quand même qu'il faut reconnaître que la très grande majorité des fonctionnaires servent l'intérêt général, servent l'État dans d'excellentes conditions. Vous ne voulez pas trop taper non plus. Non, mais il faut être honnête. Il y a une petite quantité de hauts fonctionnaires qui jouent de ce pantouflage et de ce rétro-pantouflage, et notamment certains qui vont apporter les conseils qu'ils ont collectés pendant leur travail dans la fonction publique auprès de lobbyistes. Bon, tout ça n'est pas acceptable. Et donc effectivement, on souhaite les interdire ces pratiques. Autre point adopté avec lequel vous êtes beaucoup moins d'accord, c'est les 35 heures pour tous les fonctionnaires. Les salariés du privé, ils vont vous dire, après tout, c'est très bien. Pourquoi ne pas avoir les mêmes règles dans le privé et dans le public? Écoutez, on agite toujours ce chiffon rouge pour dénigrer la fonction publique et les fonctionnaires. Or, plusieurs rapports sont sortis pour ce qui concerne la fonction publique d'État. Sur les 4 millions de fonctionnaires de l'État, il n'y en a que 190 000 qui ont des taux horaires inférieurs aux 1607 heures qui correspondent aux 35 heures. Donc, quasiment tout le monde est aux 35 heures. Voire oui, bien sûr. Et dans la fonction publique territoriale, il en est de même. D'ailleurs, quand on regarde le rapport annuel de 2018 sur l'état de la fonction publique, on constate que les chiffres qui sont présentés sont bien différents de ceux qui ont été mis en exergue par l'Inspection générale des finances. Donc voilà, c'est un sujet sensible, mais c'est plutôt un sujet que l'on agite comme un chiffon rouge. Nous considérons que s'il y a des accords qui sont passés entre l'employeur et les personnels, en tout cas leurs délégués, pour travailler moins de 35 heures, il faut respecter ces accords. Merci beaucoup Didier Marie d'avoir répondu à mes questions alors que ce texte va reprendre d'ici quelques minutes dans l'hémicycle. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Ils sont en grève pour protester contre le manque de moyens et exigent un recrutement massif. Les pompiers entament aujourd'hui leur première journée de mobilisation. Le mouvement de grève est prévu pour durer tout l'été. Au Sénat, une mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers a entamé ses travaux en mai. Les explications d'Adrien Develay. Sur sollicitation, manque de moyens, violence, les pompiers sont à bout. À l'initiative de 7 syndicats, les casernes sont en grève. Les soldats du feu demandent un recrutement massif de personnel, ainsi qu'une revalorisation de la prime de feu à 28% contre 19% actuellement. Ils souhaitent également une meilleure réorientation des interventions. Les syndicats dénoncent une sursollicitation. Il y a différents problèmes. Le premier problème vient effectivement de la demande. Là, il faut une sensibilisation aux concitoyens pour qu'on justifie l'appel du 18, parce qu'aujourd'hui la facilité c'est de prendre son téléphone, de faire le 18, sans forcément en mesurer les conséquences derrière. Le deuxième volet de la sursollicitation, c'est les carences médicales, les carences ambulancières, notamment pour ce qui est du secours à victimes. Les pompiers attirent par ailleurs l'attention sur la recrudescence des violences à leur encontre. 85% des pompiers de France seront mobilisés pendant la grève, mais assureront un service minimum qui n'aura pas d'impact sur la prise en charge des personnes. Les grévistes se contenteront d'inscriptions sur les casernes, les véhicules et les t-shirts ou de brassards lors des interventions. De son côté, le ministère de l'Intérieur lancera en septembre une campagne nationale de sensibilisation et de concertation. Alors quels moyens pour les sapeurs-pompiers et pourquoi sont-ils autant sollicités? Victimes de nombreuses agressions, comment peut-on assurer leur sécurité pendant leurs interventions? On en parle tout de suite avec mes invités dans notre premier débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Patrick Kanner. Bonjour, vous êtes président du groupe socialiste ici au Sénat, sénateur du Nord, et vous êtes à l'origine avec Catherine Troendle et Loïc Hervé de cette mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers. Également sur ce plateau, Yael Lecras, bienvenue à vous. Vous êtes vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et responsable des secours d'urgence dans le département du Nord. Sur ce plateau également, Alain Marc, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, vice-président de la commission des lois, et Raphaël Loriou est également avec nous. Vous êtes sapeur-pompier à Tours et président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire. Première question pour vous, puisqu'on a vu les explications de cette grève. C'est quand même assez rare de voir les pompiers en grève. Adrien Develay le disait, vous êtes vraiment à bout?
Je pense que là, on tire la sonnette d'alarme. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait depuis quelques mois, notamment avec le président Lyon. Et je pense qu'aujourd'hui, là, il est temps de montrer un signe fort, parce que je pense qu'on va avoir du mal à passer l'été. Les services d'urgence hospitaliers, déjà, sont en grève depuis un petit moment. Ils sont essoufflés. Ça se répercute énormément sur les sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, il est temps qu'on soit entendu au niveau national. C'est que nos parlementaires nous entendent, nous écoutent, essaient de trouver des solutions. Mais là, aujourd'hui, il faut taper fort pour qu'on puisse arriver à passer les mois d'été. Gaël Lecras, on le disait, la grève est prévue pour durer tout l'été. Néanmoins, est-ce qu'on peut peut-être rassurer aussi les personnes qui nous regardent? Ça a été expliqué, il y a quand même cette grève, mais la volonté d'assurer votre mission? Alors, les sapeurs-pompiers ont une conscience professionnelle et nous sommes un service public financé par de l'argent public. Il est donc évident que nous assurerons ces missions qui sont des missions d'urgence qui ne peuvent pas être différées. Donc nous serons pour la plupart en grève. Notre syndicat, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, pour ce qui le concerne, n'est pas en grève, ne fait pas partie de cet appel à la grève, parce que nous considérons que nous n'avons pas encore épuisé la totalité des voies de dialogue et de discussion. Et ce matin, je siégeais à la conférence nationale des services d'incendie et de secours avec le président Richefou. Et nous continuons à dialoguer. Et nous n'excluons pas, si jamais nous devions échouer dans ces négociations, effectivement de rejoindre ce mouvement ou d'avoir des actions plus percutantes pour ce qui nous concerne. Patrick Caner, ce mouvement de grève fait aussi écho à la réforme de la fonction publique qui est examinée en ce moment au Sénat. On sait que ça fait partie justement des motifs d'insatisfaction. On sait que les pompiers demandent le retrait de ce projet de loi. Oui, c'est d'ailleurs leur première demande dans l'appel à la grève que j'ai eu ce matin. Ils sont dans une situation extrêmement complexe. Enfin, moi, j'ai présidé le Conseil général du Nord, donc j'étais président du premier SDIS de France. Et malgré les efforts de la collectivité territoriale en termes d'équipement, en termes de casernement, de centres de secours, le retour qui me venait à l'époque et qui manifestement s'aggrave depuis, c'était mais on nous prend pour des bouche-trous, quoi. On nous demande de remplacer les services de sécurité, de remplacer les services de santé, notamment d'urgence. On fait appel à nous comme une sorte de dernier service public, de dernier rempart du service public par rapport à la demande de nos concitoyens. Et donc, voilà, vous savez, c'est un peu comme le supplice chinois, quoi. On fait une goutte à goutte, et à un moment donné, ça explose. Et aujourd'hui, on est dans une phase de crispation et presque d'appel au secours des pompiers français vis-à-vis des pouvoirs publics. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que cette loi sur la fonction publique territoriale et d'État en général, la fonction publique en général, 5,5 millions de nos concitoyens qui servent le service public, eh bien, est considérée par eux comme, sinon une provocation, en tout cas, une altération de l'image que nous devons avoir du service public en France. Vous partagez cette analyse à la marque? Pas tout à fait, parce que je crois que la situation des pompiers suivant les départements est quand même différente. Pour ce qui concerne le département du Nord, Patrick Caner a souligné, bien sûr, il y a beaucoup plus de pompiers professionnels que par exemple en Aveyron. En Aveyron, il y a 1300 pompiers, il y a 110 professionnels. Donc on fait surtout appel à des volontaires. Et ceux-ci aussi, bien sûr, sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'effectivement, lorsque l'on a des déserts médicaux dans des endroits qui comptent 5 à 6 habitants au kilomètre carré, il est évident que le dernier recours, lorsque l'on n'a pratiquement plus de médecins, même si en Aveyron cela se passe pas trop mal pour cela, eh bien ce sont les pompiers que l'on appelle chaque fois. Peut-être des fois un petit peu trop, ce que vous disiez tout à l'heure, mais enfin c'est un petit peu le dernier secours. Et l'on sait aussi que pour nos territoires ruraux, en termes d'attractivité, il est essentiel d'avoir des services de secours qui soient de grande qualité. Grande qualité, ils le sont parce que nos pompiers se forment, mais aussi en nombre suffisant. Et c'est vrai que là, on a aussi un problème avec le volontariat, mais c'est peut-être notre sujet. Oui, mais on y viendra aussi parce que ça fait partie du débat. On parlait justement de ces travaux du Sénat. Patrick Caner, il y a ces auditions et qui ont débuté. Alors je vous propose de réécouter le colonel Grégory Allione, c'est le président de la Fédération des sapeurs-pompiers. Et justement, lui, il s'inquiète bien de cette hausse du nombre de leurs interventions. Et il explique d'ailleurs pourquoi. On l'écoute. Alors, on va l'écouter dans un instant, puisqu'il était auditionné le 15 mai dernier. Vous le disiez, il y a beaucoup de raisons, notamment les questions de désertification médicale. Vous avez le sentiment, parfois, je me tourne vers vous, Raphaël Loriot, de pallier les défaillances de l'État en matière de services publics? Tout à fait, oui. Alors, en désertification médicale, en termes de ruralité, il est clair que forcément, tout le monde le sait, on manque de médecins, mais on manque aussi d'ambulanciers privés sur certains secteurs, ce qui fait que, je vous rejoins totalement, on a aujourd'hui des sapeurs-pompiers volontaires qui
effectuent des missions au quotidien qui ne sont pas des missions d'urgence de secours à personne. Et ça nous pose un réel problème. Il est difficile aujourd'hui de dire à un sapeur-pompier volontaire, on va te libérer de ton temps de travail pour aller assurer une mission de secours à personne qui n'est pas réellement une mission d'urgence. Et ça, c'est un problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de pompiers volontaires, ce qui fait qu'après, il faut bien sûr compenser avec des pompiers professionnels qui ont des secteurs opérationnels bien plus importants géographiquement. Et donc, du coup, on les impacte encore plus. Et je pense qu'on n'a pas calé, on va dire, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels par rapport à l'augmentation des interventions. Il y a ce problème de recrutement. On voit, ça fait partie des motifs de la grève. Et ils demandent, les grévistes, un recrutement massif. Il y a une réelle inquiétude en ce qui concerne les effectifs aujourd'hui. Il y a une inquiétude concernant les effectifs parce que l'activité a augmenté entre 2000 et maintenant. On est passé de 50% d'activité en ce qui concerne le secours d'urgence aux personnes à 84% d'activité. Donc c'est quelque chose qui est assez important. On a une augmentation qui, bon an mal an, fait entre 2 et 3% d'augmentation tous les ans en volume d'activité. Et les effectifs, même s'il y a eu une remise à niveau importante qui a été effectuée lorsque l'on a départementalisé les services d'incendie, ces effectifs n'ont pas suivi l'activité. Alors, ils ne sont pas obligés de suivre mécaniquement cette activité. Il y a des questions d'organisation aussi du service public que l'on défend. Ce secours à personne, il a cru, il a augmenté, et on est resté avec les mêmes organisations qu'il y a encore plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut faire d'une part, évoluer cette organisation en traitant la partie secours d'urgence aux personnes, en traitant l'assistance aux personnes, qui est une demande de nos concitoyens. Qu'on le veuille ou non, nous sommes là pour répondre à la demande de nos concitoyens. Donc la demande de secours a évolué. On est passé du secours à l'incendie, ensuite au secours routier. Maintenant, la demande, c'est une demande d'assistance. Donc il faut la prendre en compte, il faut l'organiser. On n'a pas fait ce travail-là. Donc il y a d'une part ce travail d'organisation des secours à effectuer. Et on ne peut pas se contenter de dire que c'est du rôle de la santé et c'est du rôle des pompiers. La dichotomie brute qui consiste à séparer les choses ne permet pas d'aller bien loin. On l'a vu depuis des années dans les travaux que l'on essaie de mener avec la santé, avec les SAMU, avec les ARS. Donc il y a d'une part cette organisation du travail qu'il faut refonder, et nous sommes prêts à faire des propositions là-dessus, et la CNIS a commencé à aborder ces sujets. Et d'autre part, il faut aussi avoir en tête que la gestion des personnels, les contraintes des présidents de conseil d'administration, qui sont les contraintes financières, ont impacté négativement les effectifs, et que ces effectifs doivent aussi être augmentés. Et ça, c'est important sur la motivation, puisque ça permet de montrer une certaine reconnaissance des sapeurs-pompiers, donc soit financièrement, effectivement, soit en termes de recrutement, pour montrer qu'il y a un intérêt à cela. Patrick Caner, on sait que la mission d'information du Sénat travaille sur les conditions de travail, le manque de moyens, les conditions matérielles, la sécurité. Il y a aussi beaucoup de choses qui apparaissent, notamment en ce qui concerne le statut et le recrutement. Vous allez élargir votre mission à ces questions ? Notre mission va faire des préconisations. Naturellement, elle n'a pas prétention à régler toutes les questions posées par ce service majeur qui concourt finalement à la sûreté de notre territoire, de nos territoires et de nos concitoyens. Il y a les missions portées par la police et la gendarmerie, c'est la mission de sécurité intérieure. Et là, nous avons une mission de sûreté, j'ai envie de dire presque de bien-être potentiel pour l'ensemble des Françaises et des Français. Il faut reconnaître ce travail qui est indispensable. Et si on ne le reconnaît pas, on se demandera un jour, mais est-ce qu'il ne faudra pas peut-être privatiser cette mission, qui serait une catastrophe absolue au regard du modèle français du service public. Donc dans ce cadre-là, bien sûr que les revendications sont légitimes. Elles se heurtent, ça vient d'être dit, aux capacités contributives des départements. La question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est la capacité des départements qui gèrent en même temps les sapeurs-pompiers et aussi le RSA de pouvoir assumer l'ensemble de leur mission. Et là, c'est toute une relation contractuelle avec l'État qui est posée. Et aujourd'hui, ce n'est pas faire injure à l'ADF que de dire qu'ils sont en grande difficulté dans cette négociation contractuelle avec l'État sur les financements nécessaires au bon fonctionnement de toutes les missions des départements, dont celle des sapeurs-pompiers. Oui, Alain Marc. Oui, souvent dans les départements, bien évidemment, nous reconnaissons les pompiers. Je suis aussi conseiller départemental, j'ai été premier vice-président. Et c'est le seul budget qui augmente souvent dans les départements, compte tenu des baisses des dotations que nous avons eues pendant plusieurs années. C'est souvent le budget du SDIS. Le vrai problème, certes, celui-ci en est un, et il faut y remédier, faire en sorte que les matériels soient convenables, etc., que nous ayons suffisamment de sapeurs-pompiers professionnels. Mais dans les territoires où il y a beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'ils sont très étendus avec une faible densité, pour nous, un des véritables problèmes, c'est vraiment le volontariat. Et faire en sorte que les gens soient pleinement reconnus à leur juste valeur, parce que les gens qui font cela, les pompiers volontaires, sacrifient beaucoup de leur temps à se former. Ils ont un très très haut niveau de formation.
ils sacrifient des week-ends entiers, etc. Et je crois que là, on a l'occasion, mais ce sera sans doute la mission d'information à laquelle appartient mon collègue Patrick Caner, qui pourra peut-être le définir. Il y a peut-être dans les voies à venir, je pense à la retraite future par points ou des choses comme ça, à envisager certains avantages que pourraient avoir nos pompiers qui se dévouent à la cause publique et qui sont donc... Parce que le statut des pompiers a déjà fait l'objet d'une proposition de loi ici au Sénat en mars dernier. Il y a des évolutions positives de la part du Parlement, on le disait Raphaël Lorillou. Il y a un mot qui a été prononcé par Patrick Caner, une menace de privatisation. C'est réel aussi ? J'ose espérer que non, bien sûr, parce que du coup, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourra arriver en privatisant les secours. Hein, et surtout que, comme on disait tout à l'heure, hein, les sapeurs-pompiers sont présents sur tout le territoire. Donc il me semble difficile aujourd'hui de privatiser et de les remplacer sur tout le territoire. Moi, je pense, en tout cas, pour encore assurer des missions opérationnelles et de secours à personne, il va falloir aussi mettre les services autour de la table. Hein. Je pense qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui travaillent et qui ont complètement oublié que notre priorité, c'était la victime qui devait être au centre du débat. Et chacun a essayé de tirer la couverture un peu de son côté en se disant on va essayer de développer le SAMU, on va essayer de... Mais on ne peut pas, en fait. L'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'intérêt de notre victime, c'est de répondre à toutes ces demandes, soit aussi bien en situation d'urgence qu'en termes d'assistance. Hein. Et l'important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mettre des choses en place. Hein. Ces choses, c'est simple, c'est de dire... pourquoi aujourd'hui ne pas créer ces fameux centres d'appel avec un numéro unique? Certains pays l'ont fait, ça fonctionne bien. Ça permettrait de mettre tout le monde dans la même structure et puis de pouvoir définir éventuellement les réels besoins. Aujourd'hui, nous, les sapeurs-pompiers, il faut quand même savoir qu'on assure énormément de missions de secours à personne. C'est pas une mission propre, c'est une mission partagée, le secours à personne. En effet, on en parlait tout à l'heure, ministère de la Santé, pompiers, ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, je pense que quand on exerce plus de 95% d'activité de secours à personne, j'estime qu'on a en droit d'espérer que la mission du secours à personne revienne aux sapeurs-pompiers, qu'elle soit gérée par les sapeurs-pompiers. Moi, je subis trop tous les jours sur les terrains des collègues qui se plaignent d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures en service d'urgence. On ne peut pas imaginer le nombre de véhicules de secours à personne qui restent immobilisés dans les SAS des urgences, des centres hospitaliers. Et ça, c'est au détriment de qui? C'est au détriment de tout le monde. Parce qu'en effet, quand nos véhicules de secours sont bloqués, qu'est-ce qui se passe derrière? On est obligé de déployer d'autres moyens. Et là, on ressollicite encore des personnes, on leur fait faire des kilomètres, on leur fait prendre des risques sur la route. Tout ça parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte les réels besoins des sapeurs-pompiers, que ce soit du côté médical ou côté force de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on fait encore une fois des missions qui ne sont pas les nôtres. Les ivresses sur voie publique, ce n'est pas des missions de sapeurs-pompiers, je suis désolé. Et pour autant, on nous appelle, et qu'est-ce qu'on fait? On libère la voie publique, j'ose le dire, on libère la voie publique pour emmener les personnes à l'hôpital, parce que bien sûr, il faut aussi les protéger, ces personnes, c'est important. On remplit les hôpitaux, on charge les urgences, les centres hospitaliers, et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux, un cercle fermé, et on n'arrive pas à trouver de solution par rapport à ça. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que tout le monde se mette autour de la table. C'est fréquent, on imagine, à travers ce témoignage, effectivement, finalement, d'outrepasser un peu ses fonctions, à la fois en matière de santé, de police, de sécurité sur la voie publique. Ça a été très bien dit par Patrick Caner. Les services d'incendie et de secours sont les derniers recours, les derniers services publics qu'on est capable de mobiliser quasiment immédiatement sur la totalité du territoire et en tout temps, en tout lieu. Voilà, que ce soit à minuit ou que ce soit à midi, c'est la même chose. Donc effectivement, c'est un moyen de recours qui coûte cher, parce qu'il délivre un service de qualité qu'il faut réorganiser. Les missions ont évolué, je le répète. Il faut vraiment qu'on se penche sur la question du secours à personne. Ce n'est pas qu'une question de désertification médicale. La population évolue, elle vieillit, elle est polypathologique. On met les gens maintenant hors de l'hôpital le plus rapidement possible pour une question d'évolution de la qualité des soins. Et ça arrive dans nos communes. Et il faut qu'on gère ces appels de secours qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de nature totalement différente par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore 15 ou 20 ans. Donc il faut mettre autour de la table les différents partenaires que sont le ministère de la Santé et des Solidarités de la Santé, au travers des ARS peut-être localement. Il faut mettre autour de la table l'État qui est par ricochet une partie des finances des départements, les présidents de conseils départementaux, les organisations professionnelles représentatives qui représentent les sapeurs-pompiers volontaires, mais surtout aussi les sapeurs-pompiers professionnels qui sont une partie de la structure. Et il faut qu'on définisse un nouveau mode d'organisation. Je pense qu'il est temps d'avoir des états généraux de la sécurité civile en France centrés sur ce débat du secours d'urgence aux personnes qui comporte 2 volets, le secours et l'assistance. Un autre élément
élément dont on n'a pas encore parlé, c'est la question de la sécurité, avec un accroissement spectaculaire des agressions de sapeurs-pompiers. Alors justement, on le disait, on va peut-être pouvoir entendre le colonel Grégory Allione, qui a été auditionné par le Sénat, c'était le 15 mai, justement sur cette question des agressions. On l'écoute. Sur la réponse pénale, je pense que le zéro impunité pour celui qui touche au pan de la République devrait être peut-être la ligne de conduite. Mais après, je pense que lorsqu'on en arrive à la réponse pénale, personnellement, et nous le pensons au sein des pompiers de France, c'est que globalement, on a échoué sur tout un pan. Tout un pan de la prévention, tout un pan de la sensibilisation, tout un pan aussi de la réponse à apporter. Patrick Kanner, c'est cette question d'ailleurs des agressions et de la sécurité qui a motivé d'ailleurs les travaux du Sénat, cette mission d'information. On entendait justement ces inquiétudes à travers cette impunité dont bénéficient parfois certains agresseurs. Là aussi, il va falloir faire changer, évoluer les choses. Oui, on vient d'évoquer depuis le début de notre rencontre le caractère exceptionnellement incontournable de la présence des sapeurs-pompiers vis-à-vis de nos concitoyens. Et malgré ce caractère exceptionnel, on a des personnes qui vous agressent, y compris dans les guet-apens. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui a perdu la raison et qui vous agresse ponctuellement. Il y a aussi des guet-apens et on a vu malheureusement des exemples récents dans certains quartiers difficiles de notre pays. Donc la volonté du Sénat est sur tous ces bancs. Puisque je tiens à saluer Catherine Troendlé et aussi mon collègue Loïc Hervé. Donc, nous sommes les 3 co-rapporteurs de cette mission qui va donc produire ses effets en termes de propositions pendant l'automne. L'objectif, c'est de dire ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut que les pouvoirs publics disposent des outils qui fassent que nos protecteurs soient protégés. Puisque c'est bien ça la philosophie de la démarche que nous avons engagée. 27%, je crois, d'augmentation des phénomènes d'agression en 2017. 213% au cours des 10 dernières années. Voilà, c'est exponentiel quand on regarde les chiffres département par département, et souvent dans des situations extrêmement graves. Donc un sapeur-pompier n'est pas armé. Et il vient pour sauver des vies. Il vient pour aider des personnes en difficulté. Si en plus il y a une crainte quand on agit d'être agressé, eh bien vous verrez qu'on aura moins de sapeurs-pompiers volontaires parce qu'ils se diront mais moi je veux bien servir mais je ne veux pas prendre de risques, y compris pour ma famille. D'où la proposition de loi que j'ai portée et qui vise à permettre à un témoin d'agression de sapeurs-pompiers de pouvoir témoigner de manière anonyme comme cela se fait pour les autres forces de sécurité intérieure. Il faut une réaction forte des pouvoirs publics sur cette question des agressions de Bien sûr, toutes les agressions envers les sapeurs-pompiers sont complètement intolérables. Juste un point, notre collègue Jean-Pierre Decolle, qui est aussi votre collègue du Nord, a proposé, bien évidemment, sa proposition de loi a été acceptée sur les caméras mobiles. Ce n'est qu'une partie de la réponse, mais ce peut être une réponse. Quand quelqu'un sait qu'il va être filmé, et s'il profère des menaces, voire s'il agresse un pompier, je pense que déjà, sachant qu'il est filmé, ça va un petit peu le calmer. Mais vous avez raison, dans notre société, il est absolument intolérable que ce soit des pompiers, des médecins soient agressés lorsqu'ils portent secours aux personnes. Vous êtes favorable à cette proposition des caméras mobiles, parce qu'on sait que chez les policiers, ce n'est pas forcément le cas. Qu'en est-il chez les sapeurs-pompiers ? Je pense qu'aujourd'hui, à la fois, on est agressé sur le terrain, en effet, et puis c'est aussi une protection pour les sapeurs-pompiers qui interviennent, parce qu'on a malheureusement aussi beaucoup de personnes qui portent plainte contre les sapeurs-pompiers, et ça pourra aussi nous protéger de ce côté-là. Je pense que c'est important qu'on puisse éventuellement développer ces nouveaux outils. Néanmoins, c'est une solution, certes, et je pense aussi qu'il faut... on a aussi pris l'habitude de compenser aussi le travail des forces de l'ordre, aussi parce que c'est des gens qui sont aussi surchargés en termes de travail. Et donc là aussi, il y a encore quelques années, on intervenait aux côtés de nos collègues des forces de l'ordre sur des missions où on savait qu'on pouvait éventuellement être menacé. Aujourd'hui, malheureusement, il nous arrive d'intervenir seuls et au besoin de les solliciter, ce qui génère des délais nettement supplémentaires et qui met en risque encore les collègues qui interviennent sur les interventions. Comment vous l'expliquez, cette augmentation spectaculaire, on le disait, des agressions de sapeurs-pompiers, Yael Lecras ? Il y a tout d'abord un phénomène de meilleure déclaration, c'est-à-dire qu'auparavant, les sapeurs-pompiers ne s'autorisaient pas à tout déclarer, on considérait qu'il était en partie normal, entre guillemets, même si on est bien en désaccord là-dessus, que parfois une victime soit un peu agressive. Voilà, c'était quelque chose qui était plus ou moins toléré. Maintenant, c'est plus acceptable parce que la société a évolué, parce que ces pompiers ont aussi des familles, ont aussi le droit de travailler dans un milieu tout à fait sécurisé.
Donc il y a une meilleure déclaration. Et puis il y a aussi le fait qu'on porte un uniforme et que là, il faut peut-être toucher à la citoyenneté et à l'éducation de notre population. C'est pas parce qu'on porte un uniforme que forcément il y a un droit de frapper, un droit de tirage, j'allais dire, sur l'uniforme. Il faut peut-être aussi expliquer qu'il y a différents types d'uniformes et que ce sont tous des services publics, que ce soit nos collègues gendarmes, policiers ou pompiers. Et en matière d'éducation, on a une réponse technique sur les caméras. C'est une réponse technique, j'allais dire, de court terme, parce qu'il faut bien qu'on propose des solutions. Donc il ne faut écarter aucune solution. Mais je pense que la vraie réflexion, elle est sur l'éducation de nos populations. Et là, on se heurte aussi à d'autres difficultés. L'école n'est pas forcément plus en capacité de le faire. Je pense qu'il y a un message à diffuser auprès des familles qui sont le premier lieu d'éducation. Patrick Caner, c'est vrai que c'est paradoxal, on le disait, à la fois l'attachement des Français, la confiance qu'ils ont justement dans leurs pompiers, hein, c'est un des premiers réflexes, on compose le 18 et ces agressions, vous, comment l'expliquez-vous? Oui, alors il n'y a pas de solution miracle, hein, même si souvent un jeune, quand on lui demande quel métier il veut faire, pompier, ça peut évoluer dans le temps. Ce dont je suis certain, c'est qu'il faut utiliser toutes les ressources qui sont mises à notre disposition. En tant que ministre en charge de la jeunesse, j'ai porté un texte qui s'appelle la loi égalité et citoyenneté et qui a autorisé les services civiques dans les corps de sapeurs-pompiers. Voilà, c'est l'occasion de montrer que l'engagement des jeunes peut venir, non pas en soutien, mais venir en accompagnement du travail des sapeurs-pompiers. C'est une manière aussi de valoriser, de populariser ce métier qui est exceptionnel. Il y a un attachement des Français, et heureusement pour ce que vous faites, sûrement le service public le plus apprécié des Français. Et il y a ce paradoxe des agressions et de la contradiction, vous avez tout à fait raison, liée au fait que parce que vous portez un uniforme, vous êtes considéré comme faisant partie des forces de l'ordre, ce qui est tout à fait aberrant. Donc il y a une acculturation à la mission qui est la vôtre, sans bien sûr accepter les agressions contre les autres forces de sécurité intérieure. Alain Marc, il y a ce travail d'éducation auprès des plus jeunes, de sensibilisation, et aussi expliquer aussi aux Français qu'il ne faut pas appeler les pompiers pour un oui, pour un non. On a entendu dans le reportage d'Adrien Develay, ça fera l'objet d'une prochaine campagne d'information pour éviter cette surmobilisation, sursollicitation. Ce doit être transversal et effectivement, l'éducation a un rôle considérable à jouer. Alors, est-ce qu'on a raté quelque chose dans les 20-30 dernières années? Je ne sais pas. Je crois que la société a tellement évolué qu'il faut aujourd'hui que l'éducation aussi s'adapte, mais que l'on sache bien évidemment reconnaître ce que sont les gens en uniforme et tout l'intérêt qu'ils apportent à la société. Enfin, ce sont des éléments essentiels à la société. Et le jour où on aura réussi à faire comprendre aux enfants cela, puis aux adolescents, je crois qu'on aura réussi. C'est un travail de long terme. Ne nous leurrons pas. Chaque fois qu'on a un problème, on dit qu'il faudrait faire plus de pédagogie, il faudrait beaucoup plus de travailler en amont au niveau éducatif. On a des réponses aujourd'hui qui sont de court terme, mais effectivement, il ne faut se priver de rien en la matière. Et je crois aborder un petit peu ces problèmes-là transversalement et de façon diverse pour que nous arrivions à quelque chose de correct. Nos pompiers n'ont pas à être agressés, tout simplement. Raphaël Loriou, la grève pourrait être levée cet été s'il y avait une réponse du gouvernement. On évoquait justement vos revendications au début de ce débat. Alors, j'allais dire, c'est plus après aux organisations syndicales de répondre à cette question. Moi, côté Fédération nationale, on va être attentif à ce qui se passe, forcément, parce que il y a en effet une partie des revendications aujourd'hui, et comme on dit, qui se retrouvent sur le terrain. Mais là, c'est plus aux organisations syndicales, j'allais dire, qui pourront seulement répondre en fonction des réponses qui leur sont faites par rapport à ça. Yael Lecras. Écoutez, nous ce qu'on attend, alors on partage, même si on n'est pas signataire de ce préavis de grève, on partage une bonne partie des revendications, c'est un peu plus sur la méthode que l'on diffère. La revalorisation de la prime de feu à hauteur de 28%, comme ça peut l'être dans la police par exemple, c'est un point important, on est à 19%, c'est un des signes, alors ça représente de l'argent bien entendu. Le fait qu'on puisse montrer un certain attachement de ce type aux sapeurs-pompiers, ça c'est très clair. La question de l'ouverture des travaux sur l'organisation du travail dans les SDIS pour soulager nos collègues qui sont vraiment hyper sollicités, c'est très important. Et je ne sais pas ce que feront les autres organisations, en tout cas pour le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, nous n'excluons pas, si les négociations venaient à s'arrêter, d'entrer également dans un mouvement de grève. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci d'être venus
sur le plateau de Public Sénat. On continue le décryptage de l'actualité parlementaire et sénatoriale et on retourne dans l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. Alors en séance aujourd'hui, c'est la proposition de loi dite anti-Huawei du nom de l'opérateur chinois. En question, la sécurisation des réseaux mobiles. Et après son examen à l'Assemblée nationale, les opérateurs dénoncent une mise sous tutelle administrative. Alexandre, de quoi s'agit-il ? Bien Delphine, cette proposition de loi La République En Marche, c'est tout simplement la réponse de la France face au géant chinois des télécoms Huawei, qui est accusé dans certains pays d'espionnage. Alors il faut d'abord revenir sur cette affaire. Ce géant chinois qui équipe les territoires en réseau 5G est accusé d'espionner au profit du gouvernement chinois. Alors plusieurs pays ont choisi d'interdire les activités de Huawei sur leur sol, avec en première ligne évidemment les États-Unis de Donald Trump, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et Taïwan. Mais d'autres pays, notamment européens, ont accepté l'équipementier chinois sur leur sol, et notamment l'Allemagne qui a lancé son appel d'offres 5G et qui a ouvert cet appel d'offres à Huawei. Le Royaume-Uni qui a autorisé Huawei il y a quelques mois, mais qui en réalité pourrait faire machine arrière bientôt, avec notamment la nomination d'un nouveau Premier ministre britannique. Et enfin la France qui refuse d'interdire sur son sol l'équipementier chinois, mais qui va renforcer ses contrôles avec cette proposition de loi. Alors ce texte instaure une autorisation préalable à l'exploitation de tout réseau 5G au nom de la défense nationale, et cette autorisation, elle sera tout simplement donnée par le Premier ministre. Et puis si un opérateur est pris en train d'utiliser un équipement non autorisé, ce texte prévoit une interdiction d'activité pendant 5 ans. Donc vous le voyez Delphine, la position de la France est de rester ouvert à l'équipementier chinois, mais en même temps de renforcer ses contrôles pour éviter un éventuel espionnage. Merci beaucoup Alexandre pour vos explications et on continue sur ce thème avec vous Tam Trani, avec la sénatrice centriste Anne-Catherine Loisier. Oui Anne-Catherine Loisier, que pensez-vous de cette réponse élaborée par La République En Marche face aux soupçons d'espionnage qu'il y a à l'égard de Huawei, accusé d'espionner au profit du gouvernement chinois? C'est vrai que la France est un des premiers pays à se saisir en fait d'une véritable régularisation ou d'autorisation dans le développement des réseaux radioélectriques mobiles, et je pense que c'est vraiment une bonne chose compte tenu des enjeux de sécurité, des enjeux de souveraineté qu'il y a derrière. Mais pour vous, il ne faut pas aller, comme certains autres pays, jusqu'à l'interdiction de Huawei. C'est le cas aux États-Unis, à Taïwan ou encore en Australie. Il ne faut pas aller jusque-là et cibler particulièrement l'opérateur chinois. Non, je pense que ce n'est pas la stratégie de la France. Aujourd'hui, on a une approche qui est pragmatique, qui est réaliste. Il ne s'agit pas non plus d'être naïf ou d'ignorer un certain nombre de menaces qui pourraient planer, mais justement d'aborder le sujet en regardant bien les avantages, coûts, inconvénients de chaque prestataire. Alors, cette proposition de loi ne veut pas interdire une entreprise en particulier, je le disais, mais elle instaure une autorisation préalable du Premier ministre. Quel va être le mécanisme et est-ce pour vous efficace ? Alors, il existait déjà un mécanisme dans le cadre du code pénal qui intervenait au moment de l'autorisation en fait, de l'implantation et des équipements. Ce dispositif vient de manière complémentaire, justement, je dirais, pour tenir compte en fait, des réalités sous-jacentes et qui sont aujourd'hui, qui peuvent être des menaces en termes de souveraineté, de cybersécurité. Et donc, cette autorisation vient, je dirais, apporter une expertise complémentaire de la part de l'ANSSI et une analyse plus précise, une fois encore, des atouts, des inconvénients et des menaces potentielles liées à tel ou tel opérateur. C'est une proposition de loi qui reprend un amendement qui avait été présenté au projet de loi Pacte au mois de février dernier. À l'époque, les sénateurs avaient jugé qu'ils n'avaient pas eu le temps de travailler suffisamment sur ce sujet. L'amendement avait été déposé à la toute dernière minute. Est-ce que depuis, ça a été davantage le cas pour vous? Est-ce qu'on a eu davantage le temps de se pencher sur cette question, il faut dire, technique et complexe? Oui, alors on a eu, je dirais, un peu plus de temps dans le cadre de cette PPL, mais je pense que tout le monde est bien conscient aujourd'hui qu'on est au début en fait, du déploiement. Enfin, d'abord, la 5G n'est même pas déployée aujourd'hui, donc on est vraiment au tout début d'un processus dans lequel il faut que les parlementaires, à mon sens, s'impliquent pleinement. C'est le rôle de contrôle aussi du Parlement. Donc il faut qu'il s'empare un peu de la connaissance technique en fait, qui a derrière ce sujet du déploiement de la 5G. Et je pense que c'était vraiment une très bonne chose qu'on n'accepte pas ce simple amendement dans la loi Pacte, mais plutôt qu'on se donne l'occasion d'en débattre. Et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion d'en débattre à l'avenir. Là, en l'occurrence, tout de même, c'est une proposition de loi. Il n'y a pas eu d'étude d'impact pour le Parlement. Il n'y a pas eu d'avis du Conseil d'État. Certains trouvent que c'est quand même insuffisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, comment est-ce que vous voyez le suivi
de cette application de ce texte? Alors c'est sûr qu'on peut considérer que c'est insuffisant, une fois encore, au regard quand même de l'enjeu qu'il y a derrière ce déploiement de la 5G pour l'ensemble de nos entreprises sur le territoire national. Mais on l'a dit et redit, quand même un enjeu aussi de souveraineté et de sécurité. Donc je crois qu'effectivement, il faut qu'on se donne le temps d'expertiser réellement et d'avoir un pouvoir d'expertise au niveau du Parlement sur ce sujet. Alors nous avons évoqué d'abord dans le cadre de ce projet de loi la remise d'un rapport annuel au Parlement et je souhaite pour ma part que nous constituions aussi un groupe de suivi du déploiement de la 5G afin de pouvoir être au fait et de pouvoir mesurer l'adaptation ou pas des mesures qui sont préconisées dans ce projet de loi. Bien, merci beaucoup Anne-Catherine Loisier d'avoir répondu à mes questions autour de cette proposition de loi qui est donc en cours d'examen dans l'hémicycle. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. C'est un nouvel avertissement de la Cour des comptes à l'égard de l'exécutif. Les sages de la rue Cambon lui reprochent de ne pas avoir anticipé le financement des mesures prises pour le pouvoir d'achat des Gilets jaunes. Conséquence, le déficit public repasse au-delà des 3%. Jérôme Bramier. Comme souvent, Didier Migaud distribue bons et mauvais points dans le rapport annuel de la Cour des comptes. Les bons points sont pour l'année 2018, avec une réduction du déficit et une maîtrise de la dépense publique. Mais les sages de la rue Cambon s'inquiètent pour l'avenir, notamment à cause des annonces faites durant la crise des Gilets jaunes et à la fin du grand débat national, des annonces chiffrées à 17 milliards d'euros qu'il faudra compenser. Il est vraisemblable qu'une loi de programmation nouvelle sera nécessaire et que le gouvernement précise, documente davantage sa capacité à observer, respecter les nouveaux objectifs qu'il s'est définis, qui sont d'ailleurs moins ambitieux. Si le gouvernement a été prompt à trouver des impôts à baisser ou des baisses de charges pour les entreprises, les économies sur la dépense publique sont plus incertaines. Mais pour les élus de La République En Marche, l'objectif sera atteint. Toutes les lois que nous votons vont aussi permettre cette réduction qualitative de la dépense publique, c'est-à-dire en utilisant aussi les nouvelles technologies. Donc il faut baisser les impôts parce qu'il y a un trop-plein fiscal dans ce pays et maîtriser la dépense publique. Moi je pense qu'avec la croissance qui revient, nous réussirons. Autre motif d'inquiétude pour Didier Migaud, les taux d'intérêt historiquement bas et qui sont même devenus négatifs la semaine dernière permettent une marge de manœuvre. Mais la situation ne sera pas éternelle et provoque le débat chez les économistes comme chez les sénateurs. Sans doute qu'il y aura une montée des taux d'intérêt, mais on ne sait pas dans quel délai et à quel niveau. En tous les cas, ça aura un impact direct sur nos finances publiques. Mais vous avez aussi une théorie qui se développe par certains économistes, qui est de dire on a des taux d'intérêt bas, il faut aussi investir. Le gouvernement devrait dévoiler des premières pistes d'économie lors du débat d'orientation budgétaire qui s'ouvrira le 11 juillet au Parlement. En donnant gain de cause aux Gilets jaunes par des mesures en faveur du pouvoir d'achat, le gouvernement a-t-il négligé les finances publiques? Le Sénat avait mis en garde l'exécutif sur les économies à faire pour financer les 17 milliards. Et le débat tout de suite dans cette édition. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Claude Raynal. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Garonne, vice-président de la commission des finances. François Ecal était également avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'ancien rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et créateur du site internet FIPECO. C'est un site d'information sur les finances publiques. Et puis Michel Canavet est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur centriste du Finistère, vous-même également membre de la commission des finances du Sénat qui a donc auditionné Didier Migaud, qui tire de nouveau la sonnette d'alarme. Finalement, le Sénat avait aussi émis des doutes justement sur le financement de ces mesures, ces 10 milliards du mois de décembre, plus les 5 milliards à l'issue du grand débat. Ce n'est pas une surprise, cet avertissement de la Cour des comptes, Claude Raynal? Non, on est dans la vocation de la Cour des comptes, qui est de dire les faits tels qu'ils sont et qui pose ces questions du point de vue uniquement des finances publiques. En ce qui nous concerne en tant qu'élus, nous devons les poser plus largement sur l'intérêt de ces mesures également. La difficulté, elle ne vient pas de l'instant, là, aujourd'hui ou du moment, mais elle vient tout simplement du fait qu'à un moment donné, pour aller dans le sens d'une baisse de la dépense publique globalement, et en tout cas du déficit public, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont été des mesures considérées par les Français comme trop douloureuses et trop rapides, comme par exemple l'augmentation des taxes sur le carburant, le blocage des retraites, le fait de la CSG sur les retraites.
toutes mesures un petit peu brutales qui ont amené au mouvement des Gilets jaunes et finalement au reflux. Voilà. Donc le rôle du politique, en réalité, c'est pas uniquement d'essayer de trouver des solutions pour diminuer le déficit public, c'est de faire en sorte que ce soit en lien avec ce que les Français peuvent accepter. Et c'est cette difficulté-là que maintenant nous nous retrouvons devant pour arriver à régler les finances publiques. Michel Canevet, c'est vrai qu'on le disait, ce plan de 10 milliards avait reçu l'aval ici du Sénat au mois de décembre. Il y avait donc un intérêt social justement à donner des mesures en faveur du pouvoir d'achat pour mettre un terme à cette crise des Gilets jaunes. Oui, il avait reçu l'aval du Sénat tout simplement parce que lors du projet de loi de finances pour 2019, nous avions déjà appelé l'attention du gouvernement sur le fait que pour ce qui concerne les retraites par exemple, il ne fallait pas avoir une augmentation qui soit limitée à 0,3%, mais il fallait tenir compte de l'inflation. Nous avions également évoqué le fait que la fiscalité sur les carburants allait pénaliser notamment les zones rurales et tous ceux qui travaillaient, et qu'il était nécessaire d'en tenir compte parce que nous risquions d'avoir une augmentation du prix du baril, d'une part, et l'augmentation concomitante des taxes ne pouvait qu'entraîner une charge plus importante pour tous ceux qui ont à prendre leur voiture pour aller travailler, par exemple. Donc nous l'avions dit déjà au Sénat dès l'examen du projet de loi de finances. Et bien sûr, lorsque le président de la République a admis qu'il fallait faire un geste sur cette thématique, nous avons validé les choses. Le problème est que, concurremment à tout cela, il faut effectivement que nous puissions trouver les financements en face. Le gouvernement n'avait pas suffisamment anticipé, justement, François Heckel. Il y avait un accord, une unanimité pour, justement, de redonner et relancer le pouvoir d'achat et mettre un terme à cette crise des Gilets jaunes, sans toutefois, justement, réfléchir aux économies à faire pour pouvoir, justement, les financer, ces mesures. Les mesures qui ont été prises en décembre dernier ont été dans l'urgence pour essayer de régler un problème social qui commençait à devenir un peu dramatique. Et donc oui, ça a été fait dans l'urgence. Donc il est évident qu'à cette époque, le gouvernement n'a pas trop réfléchi en effet aux mesures qui permettraient de financer ce qu'il a décidé à ce moment-là. Mais il est temps d'y réfléchir maintenant, comme le dit la Cour des comptes, parce que même si ces mesures sont utiles, nécessaires, et personne n'aurait peut-être fait autrement. Aujourd'hui, comme le rappelle la Cour, nous avons un déficit public qui déjà l'an dernier était le 3e de l'Union européenne, une dette publique qui flirte les 100% du produit intérieur brut et qui ne diminue pas alors qu'elle diminue dans quasiment tous les autres pays. Donc il est temps d'essayer de rétablir la situation. Quelles sont les marges de manœuvre, Claude Raynal? On entend Didier Migaud dire qu'il faut une nouvelle loi de programmation. Et puis, d'un autre côté, Julien Bargeton, sénateur En Marche des Hauts-de-Seine, qui dit finalement toutes ces lois que nous faisons voter vont nous permettre de trouver des économies. Écoutez, sincèrement, nous attendons la position du gouvernement sur cette affaire. Le ministre Darmanin, lorsqu'il est arrivé aux affaires en 2017, était un peu tout feu tout flamme. Et en 2020, déjà, on devait quasiment ne plus avoir de déficit public. On avait prévu en 2020, je crois, 0,9% de déficit public. Équilibre en 2022. Voilà, équilibre en 2022. On rappelle les chiffres, en 2005, en 2018, 3,1 en 2019. Oui, mais on voit les pentes. Et si vous voulez, entre les pentes qui ont été faites, même depuis la crise, par les gouvernements sous Sarkozy, gouvernement Fillon, puis ce qui a été fait sous Hollande, nous sommes sur des pentes bien plus, finalement, rude que celle qui est proposée aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous propose 2% en 2020. Donc, si vous voulez, il y a eu un abandon, et alors que nous sommes dans une période où il y a de la croissance, et une partie de cette croissance aurait pu être utilement passée là-dessus. Voilà, je crois que l'objectif, je crois qu'on partage tous cette idée qu'il faut sortir des déficits publics. Et en même temps, c'est au gouvernement de nous dire maintenant comment il souhaite le faire. Il s'est trompé dans sa première analyse, il s'est trompé en faisant des choix qui n'ont pas convenu aux Français, qui ont amené à une crise majeure. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément déclenchant. C'est à lui de nous proposer maintenant des solutions. Michel Canevet, quelles sont les marges de manœuvre selon vous? Des marges de manœuvre, ça résulte notamment d'économies à trouver. Alors c'est vrai que tous les gouvernements, Claude Raynal a raison d'évoquer les objectifs de dépenses, de retour à l'équilibre des finances publiques, c'est un impératif pour nous. Lors du précédent quinquennat aussi, le président Hollande s'était engagé à ce qu'à la fin de son quinquennat, on retrouve l'équilibre des finances publiques, mais on ne l'a pas retrouvé. Donc il importe qu'on puisse le retrouver. Donc aujourd'hui, il faut faire face
au ras-le-bol fiscal des Français. Donc ce sont un certain nombre de mesures tendant à réduire la pression fiscale qui ont été prises par le gouvernement, mais qui ont un effet induit aussi sur les recettes. Donc il faut qu'on pallie cela. Et puis l'économie qui repart peut aussi générer de nouvelles ressources pour l'État. Donc ça peut être positif, ça peut remplacer les économies qu'ils ont faites d'un côté, mais on n'échappera pas à un train de mesures d'économie significatives au niveau de l'État. Alors c'est dans le fonctionnement, ça passera certainement aussi par la réduction d'une partie du nombre de fonctionnaires, parce qu'on voit bien qu'il y a des dépenses contraintes. Oui, même si le gouvernement a annoncé justement qu'il renonçait à cet objectif de réduction du nombre de... Il a annoncé qu'il ne s'engageait pas formellement à ce que les 50 000 évoqués par le président Macron dans sa campagne électorale soient réalisés. Mais je pense qu'il faut quand même que l'on s'engage dans cette voie parce que les dépenses contraintes sont des dépenses de personnel qui représentent la moitié du budget. Et donc si on ne fait pas l'effort là-dessus, je ne vois pas où on va le faire. François Eckel, ça vient finalement conforter aussi le gouvernement quand il dit on va continuer les réformes dans l'acte 2 du quinquennat. Continuons justement et notamment à réduire la dépense publique. Oui, alors sauf qu'il s'était déjà donné des objectifs très ambitieux de modération de la dépense publique avant décembre 2018, dans la loi de programmation dont vous avez parlé notamment. Et donc maintenant, il faudrait qu'il soit encore plus ambitieux, ce qui me paraît très difficile. Ceci dit, il y a une marge budgétaire qui est très importante et qu'il va beaucoup mobiliser, dont vous avez parlé en fait. C'est la charge d'intérêt de la dette. En fait, déjà depuis les prévisions de septembre dernier, on a déjà constaté, enfin le gouvernement dans ses prévisions a constaté que la charge de la dette allait beaucoup baisser. Mais elle va encore beaucoup baisser parce que ces prévisions de taux d'intérêt sont encore plus élevées que celles qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que si on fait ces économies sur la charge de la dette, c'est parce que la Banque centrale européenne n'augmente pas ses taux. Et si elle n'augmente pas ses taux, c'est parce que les prévisions de croissance en Europe sont faibles, sont beaucoup moins bonnes que prévues. Et donc ce qu'on gagne sur la charge d'intérêt de la dette, on le perd en recettes fiscales et sociales parce que l'activité est moins bonne. Alors aujourd'hui, c'est vrai, comme vous avez dit, on peut s'endetter, c'est à un coût très faible. Mais aujourd'hui, l'État, il s'endette pour 8 ans. Et dans 8 ans, comme toujours, on remboursera nos emprunts en réempruntant exactement la même chose. Aucun économiste ne peut vous dire aujourd'hui quels seront les taux d'intérêt dans 8 ans. Donc si on continue à faire ça, on prend un risque. Alors on le disait au début de ce débat, la Cour des comptes a l'habitude de distribuer les bons et les mauvais points. Mauvais points pour le gouvernement, en revanche, bons points pour les collectivités territoriales, puisque les finances des collectivités locales sont en bonne santé. Le reportage de Marie Brémaud, et je vous fais réagir juste après. Ce sont les bonnes élèves. La Cour des comptes, dans son rapport, pointe l'amélioration des finances des collectivités locales en 2018. Et pourtant, ces dernières années, elles se plaignaient régulièrement de la baisse de dotations et de leurs recettes. Mais les administrations publiques locales ont réussi à dégager un excédent de 2,3 milliards d'euros, soit une hausse de 0,7 milliard par rapport à 2017. Un scénario rendu possible notamment car la réduction de la dotation de l'État a pris fin, mais ce n'est pas la seule explication. La contrainte s'est desserrée sur l'année 2018 au niveau des dotations financières de l'État, au niveau aussi de la fiscalité, il y a plus de produits et puis dans le même temps, il y a une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement. La Cour des comptes félicite les régions, départements et communes pour leur effort dans la maîtrise de la masse salariale et plus généralement pour leur effort de gestion. Pour les sénateurs, ces résultats ne sont pas surprenants. C'est-à-dire que les collectivités savent ajuster leurs dépenses à leurs recettes. Et ça, c'est très important. Et on a une règle d'or, c'est que les collectivités doivent avoir des dépenses et des recettes de fonctionnement qui sont en équilibre et qui permettent d'investir. À bon entendeur. C'est que l'État doit prendre exemple sur les collectivités. Ça, c'est la leçon tirée par votre collègue Vincent Delahaye. Est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, c'est le mécanisme de contractualisation qui a été mis en place entre l'État et les collectivités qui a permis ce redressement des finances publiques, Claude Raynal? Je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça. Ça a été un cadre, certes. Mais le meilleur, si je puis dire, de ce point de vue-là, fonctionnement des collectivités, en tout cas l'attention des collectivités à la dépense publique, elle date de bien avant. Et on peut remarquer que depuis les années 2014 à peu près, il y a une amélioration extrêmement sensible de la dépense publique et par là même de l'épargne brute des collectivités qui gonfle. Excédent de 2,3 milliards d'euros, il est en hausse de 2,3 milliards. Un point qui est important, c'est que d'ailleurs,
ce chiffre est très important pour finalement voir un petit peu comment les choses vont se passer. En réalité, l'État compte beaucoup sur les collectivités locales et sur le budget social pour équilibrer les comptes et pour permettre de diminuer le déficit public. Le déficit public de l'État, il est toujours, en 2022, je crois, il est toujours à moins de 3%. Tandis que pour les collectivités locales, par contre, il est en augmentation et on compte beaucoup sur ce point d'équilibre, c'est-à-dire que la sécurité sociale fasse des excédents et que les collectivités locales fassent des excédents. Voilà, c'est ça qu'il faut bien voir et qu'il faut bien mesurer. Elles sont beaucoup plus vertueuses dans la gestion, justement, de leurs dépenses, ces collectivités territoriales. Michel Canevet, on le disait, hein, il y a eu des efforts, notamment pour modérer les dépenses et la masse salariale dans chaque collectivité. Oui, tout à fait. Alors d'abord, on peut se réjouir que les baisses de dotation aux collectivités aient cessé, parce qu'il faut au moins qu'elles soient maintenues pour que les collectivités puissent honorer leurs engagements. Mais ce qu'on observe là-dessus, c'est que d'une part, la fiscalité locale est dynamique. Elle repose sur le foncier bâti, sur les mutations de bâtiments, et tout cela a été plutôt dynamique. Et puis en face, les dépenses ont pu être maîtrisées aussi parce que les collectivités ont aussi profité de la baisse des taux d'intérêt. C'est clair que ça a été bénéficiaire, que les collectivités ont pu aussi ajuster leur dotation, leur subvention au tiers pour tenir compte de l'effort de rigueur qui était nécessaire. Et puis, c'est vrai que dans le contexte financier actuel, eh bien, elles ont été prudentes sur les embauches. Et ceci se concrétise par une marge brute qui augmente de facto. François Eckel, il y a environ 3 ans, on a fait beaucoup de débats, notamment ici, sur ce plateau, sur la situation d'étranglement financier des collectivités locales. On en est sorti de cette situation difficile. Oui, mais comme on vient de le dire d'ailleurs, l'amélioration des comptes des collectivités locales ne date pas de 2018, elle date de 2014. 2014, comme par hasard, c'est le début de la baisse des dotations de l'État. Donc je pense que cette amélioration, elle a quand même été contrainte. Dans un premier temps, les collectivités locales ont baissé leurs investissements fortement, parce que c'était le plus facile. Et ensuite, dans un deuxième temps, elles ont fait de vrais efforts d'amélioration sur leurs dépenses de fonctionnement, notamment de leur masse salariale. Pour la première fois en 2016, l'emploi dans les collectivités locales a baissé. Donc on est dans la suite de ce mouvement, alors avec aujourd'hui une stabilisation des dotations et plus une baisse, mais on est dans la suite de ce mouvement d'amélioration de la gestion des collectivités locales. Je rebondis quand même sur le fait que le déficit de l'État est bien plus important que celui des collectivités locales. L'État vous répondra qu'il transfère de 50 à 100 milliards d'euros de ressources aux collectivités locales. S'il ne les transférerait pas, la situation serait inversée. Claude Raynal, c'est un débat qui peut durer très très longtemps. Celui-là, on le connaît bien. Voilà. Et on peut rappeler que ces 50 ou 100 milliards ne sortent pas de n'importe quoi, mais sortent du remplacement de taxes locales perçues par les communes, remplacées par l'État à l'époque. Une longue histoire. Finalement, tout va bien. Qu'on peut reprendre. Finalement, tout va bien entre l'État et les collectivités locales. On ne peut pas dire ça, non. Non, on ne peut pas dire ça. Et on aimerait bien, effectivement, que l'effort soit un peu mieux réparti. Si vous voulez, entre l'État et les collectivités locales. Je crois que c'est ça le vrai sujet, c'est que l'effort est demandé, on le voit bien dans la prospective, l'effort est demandé sur le système de santé, ce n'est pas quelque chose de tout à fait simple, tout à fait évident, et il est demandé essentiellement aussi aux collectivités locales. L'État donnant sa part aux collectivités locales, mais ne bougeant plus aujourd'hui, et stabilisant. Donc quand on regarde les écarts, on ne peut plus parler de la participation de l'État en termes d'écart, puisqu'il n'y a plus d'écart constaté. Avec un bémol cependant, si on regarde dans le détail le rapport de la Cour des comptes, les communes et les départements, ça va, les régions, un petit peu moins, Michel Canevet. Oui, parce que les régions ont des recettes contraintes, donc elles sont obligées d'ajuster leurs dépenses, mais elles ont en plus à faire face à des dépenses d'aménagement du territoire, notamment de désenclavement de territoire. Pour la Bretagne, par exemple, que je connais bien, il a fallu que la région finance la ligne ferroviaire entre Rennes et Paris de façon significative. La région a récupéré aussi des compétences sur les transports avec des attentes extrêmement fortes sur les territoires, notamment compte tenu de la transition écologique. On doit répondre par des offres de transport qui soient améliorées. Tout cela, ça induit des dépenses. Mais ceci étant, je crois que les collectivités montrent ainsi qu'en gérant au plus près du terrain, on arrive à l'équilibre des comptes et à une meilleure gestion. Donc ça veut dire qu'il faut sans doute poursuivre le mouvement de décentralisation pour que tout ce qui peut être géré au plus près du terrain le soit et que l'État soit replié sur ses fonctions régaliennes. Vous partagez cette analyse, François Eckel ?
Je pense que, quand on fait des comparaisons internationales, on voit en effet que la part des collectivités locales dans la dépense publique est la plus faible de tous les grands pays ou même de tous les pays de l'Union européenne. Il n'y a que 20% des dépenses publiques qui sont payées par les collectivités locales, alors qu'en moyenne, c'est entre 30 et 40% dans l'Union européenne. Donc on décentralise très peu. Et donc, quand on regarde dans les autres pays, on voit qu'il y a des fonctions comme l'enseignement ou la santé qui sont pas du tout, qui sont décentralisées un peu en France, mais beaucoup plus dans les autres pays. Donc oui, on peut faire des efforts. Après, il y a un autre sujet qui est beaucoup plus compliqué, c'est décentraliser en matière de dépenses, oui, mais avec quelles ressources? Et là, les exemples des autres pays sont très différents. Il y a tous les cas de figure possibles entre une fiscalité propre, même les pays fédéraux comme l'Allemagne, dans lequel on pourrait se dire que les lenders ont une très grande autonomie. En réalité, les ressources des lenders, ce sont des impôts de l'État comme la TVA qui sont partagés entre les lenders avec des clés de répartition qui sont fixes et sur lesquelles les lenders n'ont en fait aucun pouvoir fiscal. Eh bien, merci pour vos explications. Merci à vous François Heckal, merci Claude Raynal, merci à Michel Cadet d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On va retourner en séance puisque la réforme de la fonction publique est toujours examinée par les sénateurs. Alexandre Poussard, on disait le Sénat qui a validé la hausse du temps de travail, notamment dans la fonction publique territoriale. Oui, Delphine, les sénateurs ont validé cette réforme qui met fin aux dérogations permettant à certains fonctionnaires de travailler moins de 35 heures par semaine. Alors, ces dérogations ne concernent pas les fonctionnaires hospitaliers, par exemple, qui font beaucoup d'heures supplémentaires, mais elles concernent la fonction publique territoriale, puisqu'en moyenne, un agent de la fonction publique territoriale travaille 34 heures par semaine. Tous les fonctionnaires de cette fonction publique territoriale ne sont pas en dessous des 35 heures. Il y a au total 190 000 agents qui bénéficient réellement de ces dérogations pour travailler moins de 35 heures. Alors pour la gauche du Sénat, cette réforme ne passe pas très bien. Écoutez la communiste Cathy Apoursopoli. Cet article sonne comme une provocation pour l'ensemble des fonctionnaires territoriaux jetés en pâture à la vindicte populaire, suspectés d'être des tirs au flanc alors que le plus souvent, ils participent avec dévouement à l'exécution des services publics locaux sans compter de leur temps. Selon l'étude d'impact, la durée annuelle de travail serait inférieure de moins de 30 heures à la durée légale. Pour 30 petites heures annuelles, est-ce bien sérieux d'obliger l'ensemble des collectivités de revoir leur régime de temps de travail? N'ont-elles pas d'autres urgences à régler? Est-ce le problème majeur affectant la qualité du service public local? Nous ne le croyons pas. Au final, les sénateurs ont validé l'harmonisation du temps de travail des fonctionnaires souhaitée par le gouvernement et la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à vous Alexandre. Alors je vous le disais en titre, Hadja Idrissa Ba, présidente du Parlement des enfants de Guinée, a fait du combat contre les mariages précoces et les mutilations génitales des filles les symboles de son engagement. Vous le voyez sur ces images, elle était invitée aujourd'hui par les sénateurs communistes pour parler de son combat. Écoutez les réactions de la sénatrice Laurence Cohen et de Pierre Laurent, réactions recueillies par Marvin Gugliel-Minetti. Je crois qu'on a pris conscience, alors qu'on était très en retard, de l'ampleur du phénomène de l'excision, des mutilations sexuelles, des mariages forcés, des viols sur mineurs. On a maintenant la conscience de l'ampleur de ces crimes. Mais l'action n'est pas au rendez-vous, les moyens ne sont pas au rendez-vous, le soutien à ceux qui sont engagés dans ce combat ne sont pas à la hauteur. Et l'appel que lance Hadja Idrissa Ba, c'est nous, jeunes femmes qui en Afrique menons ce combat, donnez-nous les moyens de gagner ce combat. Non seulement, effectivement, on asservit les femmes, parce que c'est pour asservir les femmes, mais ça a des conséquences extrêmement graves sur le plan psychologique et sur le plan de la santé de ces femmes. Donc il faut éduquer, il faut informer et il faut créer les conditions pour que les jeunes filles ne subissent plus ces violences, qu'elles ne subissent plus les mariages forcés. Et donc il faut aussi des structures d'accompagnement. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Hadja Idrissa Ba est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Hadja Idrissa Ba, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Les mariages précoces, les viols conjugaux, les mutilations génitales, toutes ces thématiques très lourdes, c'est finalement votre combat depuis l'âge de 13 ans. C'était quand vous avez été élu au Parlement des enfants guinéens. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient votre engagement ?
Effectivement, nous sommes et nous restons engagés pour la défense des droits des enfants et spécifiquement ceux des jeunes filles. Alors, d'où vient cet engagement? Lorsqu'on voit les statistiques, c'est vraiment effrayant. Lorsqu'on dit que 97% des jeunes filles sont excisées ou que 52% des jeunes filles sont données en mariage avant l'âge de 18 ans, ça nous indigne davantage et ça nous engage et ça nous excite à aller sur le terrain, à mener le combat. Donc la passion de cette jeune fille que vous voyez devant vous émane de ces statistiques-là, mais aussi j'ai été victime des mutilations génitales féminines. Ça me rébelle et ça me met vraiment sur mes nerfs lorsque j'y pense. Et je vois encore des milliers de filles qui continuent à être mutilées. Donc il est vraiment très urgent que nous mettions sur le terrain afin de reprendre et de réclamer nos droits. Et ça, c'est pas une autre personne qui doit le faire à notre place. C'est nous les jeunes filles qui sommes victimes. C'est nous les jeunes filles qui sommes toujours marginalisées, qui sont mises de côté. Il faudrait qu'on nous donne la parole. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en République de Guinée, un autre pays qui fait partie des milliers d'ailleurs. Car des lois existent justement en Guinée pour protéger les enfants, qui condamnent, qui pénalisent justement les mariages précoces ou les excisions. Mais la tradition est parfois encore plus forte. Fort malheureusement, malgré tous ces efforts qui sont fournis par notre État, en ratifiant des conventions et en votant des lois, les lois ne sont pas du tout respectées. Donc les jeunes filles ne sont pas du tout sous la protection de ces lois, malgré leur existence. Donc parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des droits, elles ne savent pas que les lois existent. Donc il faudrait effectivement mener des actions de vulgarisation de ces lois en langue nationale auprès des mamans et mettre la pression. Vous faites d'ailleurs les actions de sensibilisation sur le terrain. Très concrètement, comment ça se passe? Effectivement, c'est pas du tout facile parce qu'on le fait en langue locale et on informe la communauté, les jeunes filles, les parents, tout le monde à tous les niveaux sur l'existence de ces lois. Elles sont là. Ben, écoutez, nous on savait pas que cela existait. On le faisait parce que la religion le dit. On le faisait parce que c'est une tradition. On est venu, on a trouvé cela. Donc il fallait vraiment continuer à pratiquer les mutilations et les mariages d'enfants sous une forme coutumière. Donc cela les étonne à un moment, mais à d'autres moments aussi, certains refusent carrément de comprendre que la loi existe parce qu'ils savent que on est dans un pays où la loi n'est pas du tout considérée, même si on passe, c'est que des discours, mais ça ne sera pas du tout appliqué. Donc ça ne se passe pas toujours très bien pour vous, parce qu'on vous surnomme d'ailleurs la briseuse de mariage. Parfois vous êtes pris en otage, enfermé quand vous faites des actions justement pour empêcher un mariage précoce. Oui, absolument. Nos discours ne peuvent pas plaire à tout le monde parce que certains sentent leur intérêt menacé lorsqu'ils prévoient épouser une petite fille de 13 ans et qu'ils voient des jeunes filles qui sortent pour empêcher ces cas de mariage-là. On est intimidé, on est menacé, mais cela ne nous empêchera pas de continuer le combat parce que nous sommes engagés et nous sommes motivés vraiment à aller jusqu'au bout du combat. Il faut qu'il y ait des jeunes filles comme nous sur le terrain. Il faut qu'il y ait des jeunes filles qui apportent une innovation et un changement positif. C'est pas pour des moyens, on le fait parce qu'on le fait volontairement et bénévolement. Il faut se dire la vérité, c'est un combat qui vient d'une conviction, qui vient d'une passion et c'est un combat noble qu'on est en train de mener parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de cette couche vulnérable qui sont les jeunes filles, qui sont les jeunes filles et que nous sommes. Donc à ce moment-là, si on est vraiment réduite, on est mutilé, on est marié de force, on est violé et après nos rêves sont brisés, on ne peut plus devenir les femmes que nous voulons être demain. Ça a des conséquences psychologiques justement, ces mariages précoces, ces mutilations génitales, ça empêche, c'est un obstacle à l'émancipation des femmes selon vous? Absolument oui. Lorsqu'on prend aujourd'hui les femmes qui ont du mal à être épanouies, c'est parce que tout simplement, pendant qu'elles étaient très jeunes, on leur a donné en force un mariage, où de l'autre côté, elles ont été victimes de mutilations génitales. Elles vivent avec tout ce traumatisme-là, pensant que bon, c'est parce qu'elles sont destinées à vivre cela, c'est normal, ne sachant pas réellement qu'elles avaient des droits. Mais après, lorsqu'on prend les mutilations génitales, imaginez-vous, une femme aujourd'hui enceinte, elle part à l'hôpital pour accoucher, elle est vraiment excisée, elle n'arrive pas du tout à mettre au monde un enfant, c'est pas du tout facile. Ils sont, excusez-moi du terme, ils sont obligés de déchirer après son appareil génital féminin pour permettre à l'enfant de vivre. Et après, les deux côtés, elle part au sel comme, elle part pas au sel comme les autres humains normaux. Elle le fait lorsqu'elle est assise, tout sort en même temps. Sur la santé
c'est vraiment la santé des femmes. Et après, l'odeur, elle est vraiment rejetée par la communauté. Elle finit par divorcer avec son mari et c'est elle qui devient maintenant une prostituée dans la communauté et dire que c'est une femme prostituée alors qu'ils ne savent pas réellement la cause de toutes ces conséquences-là. Tout ça émane de la pratique des mutilations génitales féminines ou du mariage forcé et précoce, qui sont d'ailleurs, ces femmes, ce sont les plus victimes de, je dirais, des viols conjugaux, parce que lorsqu'elles sont forcées, elles n'aiment pas cet homme-là. Chaque matin, elles sont obligées de regarder le même homme alors qu'il n'est... C'est ce message que vous êtes venu porter justement auprès des sénateurs. On voyait les sénateurs communistes qui vous ont reçu aujourd'hui. C'est ce message que vous venez porter en France? Effectivement, parce qu'il faudrait que les autorités internationales sachent réellement ce qui se fait dans les autres pays et le combat que nous sommes en train de mener. Donc il était nécessaire d'avoir un échange particulier avec les sénateurs, avec les ONG, les structures, les syndicalistes qui évoluent dans ce domaine-là et qui nous soutiennent. Donc partager l'expérience de la Guinée, du combat de la Guinée auprès de ces autorités et voir ensemble dans quel cadre est-ce qu'on peut vraiment évoluer et nous consolider le combat ensemble, parce que seul on ne peut pas réussir ce combat. Quand on voit les jeunes françaises ou bien les jeunes guinéennes vivant ici en France, elles sont sous menace, elles vivent ici sous menace parce qu'en Afrique on les réclame, venez, il faut qu'on vous excise, il faut qu'on vous marie précocement, il faut faire ceci. Après ils ont vraiment les vacances aussi. C'est pendant les vacances que ça se fait, c'est pour cette raison. Ces derniers jours on sait vraiment, parce que on est pendant la période des vacances, c'est maintenant qu'on nous promet des vacances joyeuses, des vacances où on va profiter de tout, mais après ils vont vraiment profiter de nous et de notre innocence pour pratiquer cela sur nous, mutiler les filles dans les régions, dans les villages, et ça se fait. Vous êtes aussi la présidente du Parlement des enfants, vous n'avez que 19 ans, quel est le rôle de ce Parlement? Très bien, alors le rôle du Parlement aujourd'hui, c'est de porter la voix des sans-voix de tous les enfants guinéens. Donc c'est une institution aujourd'hui qui est, en fait, c'est vraiment qui est à l'image de l'Assemblée nationale. Cette institution-là a pour rôle de travailler avec le Code de l'enfant. En fait, on a un Code de l'enfant de la même manière qu'il y a le Code civil. Donc il y a des articles dedans, on défend les droits des enfants, on lutte contre la mendicité des enfants dans les rues. Donc vraiment, c'est de faire des plaidoyers, porter des plaidoyers auprès des autorités, parce que là, les portes sont largement ouvertes pour nous, les parlementaires et pour les députés. D'ailleurs, on nous appelle des honorables. Lorsqu'on est avec l'Assemblée nationale, les grands, les seniors, c'est vraiment nos homologues. À ce niveau-là, franchement, c'est une grosse institution gouvernementale qui essaye de fournir. Quand on vous entend, beaucoup sont impressionnés par votre conviction, votre force de conviction, votre talent oratoire. Vous êtes déjà, je le disais, présidente du Parlement des enfants. Vous voyez un avenir en politique dans votre pays? Eh bien, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, tout est politique à tous les niveaux. Même le combat qu'on est en train de mener, il faudrait qu'on ait la capacité et l'expérience qu'il faut afin de discuter politique. Et donc, dans les années prochaines, s'il faudrait mener un combat pour l'égalité ou l'équité entre les hommes et les femmes en Guinée, parce que c'est bien possible que ça vienne. Et là, il faudrait qu'il y ait des femmes dans les instances de prise de décision. Et donc, pour le moment, je m'inscris dans le domaine des droits, du droit, pardon. Je veux faire le droit pour être avocate et défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Et après, à la longue, on a une ambition politique, parce qu'il faut montrer que la femme est vraiment capable. Et il faut qu'on ait confiance en nous. On est aussi intelligente que les hommes. On a aussi l'énergie qu'il faut pour vraiment aboutir à tous les niveaux, dans le domaine politique, dans le domaine social, économique, partout. Si on arrive à gérer une famille, on peut gérer une communauté, on peut gérer tout un pays et toute une nation. Merci beaucoup d'être venu en parler avec autant de passion. Merci à vous. On va, avant de se quitter, retourner dans l'hémicycle Alexandre Poussard, puisque même si vous n'avez pas vous-même aujourd'hui de cravate, il y a eu quelques échanges amusants sur la tenue que doivent porter les élus aujourd'hui. Oui, Delphine, après avoir parlé des pantoufles des hauts fonctionnaires, parlons des cravates des sénateurs, puisqu'ils débattaient cet après-midi d'une proposition de loi sur le droit électoral, et il a été question d'une interdiction qui existe actuellement pour tous les candidats d'associer les couleurs bleu, blanc et rouge sur leurs affiches électorales. Alors les sénateurs ont échangé des anecdotes sur leur cravate, et notamment sur la cravate avec des canards en motif, la cravate du président de la commission des lois, Philippe Bas. Écoutez-le. J'ai, je vous assure, une très jolie cravate. Elle est rouge avec des rayures bleues et des canards beiges. Je la porte en chaque grande occasion. Aussi, pour me porter chance, la portais-je lors de la photographie pour constituer mes documents électoraux.
Et j'ai été extraordinairement vexé par la commission de propagande qui siégeait à Villedieu-les-Poêles, dans les départements de la Manche, présidée par une jeune magistrate, car elle a confondu le beige des canards avec du blanc sale. Et elle en a tiré la conclusion que ma cravate était bleu, blanc, rouge. Et j'ai été soumis à la même obligation. Heureusement, l'imprimeur de Villedieu-les-Poêles, que je vous recommande, et qui a l'habitude des documents électoraux, a su lui aussi, ce qui m'a émerveillé, modifier la couleur de ma cravate. Et donc vous le voyez Delphine, les sénateurs ne tomberaient pour rien au monde leur cravate, même en période de canicule en plein Paris. Merci beaucoup Alexandre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain.